Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Aujourd'hui, on va parler judo et on va discuter du parcours de Jean Beaujean, qui est un des premiers judokas français. Alors récemment, j'ai pris contact avec sa petite fille, qui est Jennifer Beaujean, qui a beaucoup d'informations sur la vie de son grand-père, qui a réuni pas mal de documents intéressants. Et donc, on va discuter avec Jennifer et on va aussi discuter avec Chantal Beaujean, qui connaît aussi bien le parcours de Jean Beaujean. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler judo. Bonjour Jennifer. Oui, bonjour. Alors, moi je suis Jennifer Beaujean, je suis la petite fille de Jean Beaujean, qui a eu plusieurs enfants, qui a eu donc ma maman Pierrette, au Japon d'ailleurs, qui est née au Japon quand mon grand-père était au Japon. Et là c'est trop chouette parce qu'on est aussi avec Chantal qui est la fille du coup de Jean Beaujean. Alors si vous voulez bien, je vais vous poser quelques questions et puis vous pourrez répondre ensemble ou vous compléter si jamais il y a des choses que l'une ou l'autre ne sait pas pour compléter les réponses. Déjà, d'où il était originaire? Il était originaire de région parisienne? Il était originaire du Berry. Oui, donc je disais qu'il était originaire du Berry, mais qu'il avait donc vécu la plupart de sa vie à Paris même. Est-ce que vous connaissez sa date de naissance exacte? 25 avril 1918. Donc, bon, j'ai regardé un petit peu son parcours, j'ai révisé un peu pour la vidéo, j'ai relu les éléments que j'avais moi-même compilés. Je crois que c'est le ceinture noire numéro 8 en France et qu'il avait été élève de Moshe Feldenkrais, qui a été le pionnier du Jiu-Jitsu et puis du judo en France, au Jiu-Jitsu Club de France, c'est ça? Ouais, exact. C'est ça. S'il est très important et très connu, c'est pour plusieurs choses. Donc il a eu plusieurs rôles organisationnels pour le judo. Il a été actif au sein du Collège des Ceintures Noires, puisqu'il a été l'un des pionniers des Ceintures Noires. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a décidé en 1949 de partir pour le Japon et d'y poursuivre son entraînement pour le judo. Alors, je vais d'abord vous demander quelques renseignements sur la période qui a précédé 1949 pour vous demander quelques précisions à propos de son parcours et de sa formation dans le judo. Alors là, c'est question ouverte, s'il y en a une des deux qui sait. Pourquoi il a commencé à apprendre le judo? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché? Je pense que c'est les rencontres qu'il a faites avec Feldenkrais, avec d'autres personnes qui ont un petit peu été à l'origine de son départ par rapport au Japon et son envie de faire du judo. Je pense que c'est les rencontres qu'il a faites. Ok. Et est-ce qu'il a parlé, est-ce qu'il racontait un petit peu ses débuts en judo quand il était ceinture blanche, ceinture jaune, vraiment les tout débuts? Non, ces conversations étaient toujours autour du judo, effectivement, mais à partir du moment où il est parti au Japon et où il était déjà ceinture noire, et d'ailleurs sur les dan, je ne sais plus quel dan il était, voilà, pour lui, c'était pas les dan qui étaient importantes, et vraiment le début ceinture blanche et la progression vers la ceinture noire, non, ça, il n'en faisait pas en tout cas allusion. Ok. Et est-ce qu'il parlait de son professeur, Monsieur Feldenkrais, ou de Monsieur Kawaishi? Oui, alors Feldenkrais, il admirait beaucoup, c'était vraiment quelqu'un qu'il aimait particulièrement, avec qui il avait eu, je pense, une relation plus personnelle, etc. Et Kawashi, oui, mais là, plus avec des petites réticences. Je pense que la relation était peut-être moins fluide, on va dire. Elle était, voilà. Et à propos de Monsieur Feldenkrais, qui a été donc son premier professeur de Jiu-Jitsu, de judo, est-ce qu'il disait qu'est-ce qu'il apprenait, comment était le judo? Parce que tout au long de sa vie, le judo a énormément évolué. Entre 1936, la création du Jiu-Jitsu Club de France, et les années 70, 80, 90, le judo a totalement changé. Est-ce qu'il parlait de ces changements techniques ou de la façon dont il apprenait le judo? Alors, moi, ce qui me vient, en fait, c'est que... Alors, il paraît que c'était un très bon technicien. Moi, je l'ai jamais vu sur un tapis de yoga, de judo, donc je pourrais pas dire, mais c'était... ça, il paraît qu'il était très reconnu sur son côté technique. Mais ce que j'ai retrouvé là dans ses écrits qu'on nous a envoyés récemment là sur le bouquin sur lequel il travaillait, sur lequel il a travaillé au Canada, et du coup dans lequel j'ai retrouvé vraiment toutes ces paroles qu'il pouvait nous donner, c'était vraiment de voir le judo comme une philosophie qui allait bien au-delà d'un sport en fait. Alors si je comprends bien l'histoire du judo, mais moins bien que vous, hein, vous êtes vraiment des experts, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu un côté un peu sportif qui s'est développé, et en tout cas j'ai l'impression que mon grand-père était vraiment très attaché à toute la philosophie qui entourait judo, et c'était peut-être pour rebondir sur ce que tu dis Chantal, qu'on retrouve justement dans son bouquin cette volonté, il disait
dans la pratique du judo, tel que le souhaite Kado, alors je pourrais citer même ces mots si tu veux après Gabriel, il le dit très bien, ça permettait justement aux plus faibles aussi de pouvoir battre un fort, mais c'est symbolique en fait, pas seulement physique, il y avait la technique, mais c'était beau en fait, voilà, de voir toute la philosophie du judo qui permettait à un faible de pouvoir remporter sur un fort avec le moindre effort possible. Et je pense que votre grand-père était pas très haut en taille, il était plutôt petit pour son époque, si j'ai bien compris. Tout à fait. Petit gabarit. Petit gabarit, et c'était une époque où il n'y avait pas de catégorie de poids, je crois. Oui. Et d'ailleurs, sur le premier championnat, enfin je trouve que ça a mentionné quand même, le premier championnat de France contre Jean de Hertz. Alors si je comprends bien, Jean de Hertz c'était un grand gabarit, ouais. Un sacré grand gabarit qui a gagné donc le premier championnat de France. Mon grand-père, lui, il était petit gabarit et il a été en finale et je crois qu'il y a eu 20 minutes de prolongation, tu vois. Et finalement, Jean de Hertz a gagné, mais c'était quand même notable, tu vois, de dire waouh, un tout petit était sur le point de battre un très grand pour le premier championnat de France. Et c'est vrai qu'il incarnait ce message, mais voilà, dans le judo, mais pas que. Ok. Je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois que votre grand-père a rencontré Klein après être revenu du Japon. Avant, il ne le connaissait pas. Justement parce que Klein voulait aller au Japon et votre grand-père a essayé de le dissuader en lui disant « Tu sais, au Japon, c'est difficile, etc. » Il vous a parlé de Klein? Oui, Klein nous a dit effectivement qu'il le connaissait, mais pas l'anecdote dont vous parlez maintenant en disant que Klein voulait aller au Japon. Je le découvre avec vous là, mais non. Mais il a parlé de Klein qu'il connaissait effectivement. Alors justement, pour votre grand-père qui a passé quand même pas mal de temps au Japon, il est resté je crois de 1949 à 1952, si je dis pas de bêtises. Il avait quand même pas mal, j'ai eu l'impression que le Japon ça n'avait pas été non plus de tout repos, il avait un peu galéré au début. Et il avait dit à Klein, fais attention, le Japon c'est pas ce que tu crois, c'est difficile, et c'était après-guerre donc c'est compréhensible. Donc il lui avait dit le Japon c'est difficile, c'est pas ce que tu crois, puis le judo c'est pas facile là-bas. Et Klein avait pour rêve d'obtenir la ceinture noire 4e dan, ce qui était très 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 élevé pour l'époque comme grade. Et Klein est quand même allé au Japon, mais c'est vrai que votre grand-père a essayé de le dissuader, de lui dire que bon, c'était pas un long fleuve tranquille d'aller au Japon pour apprendre le judo. Donc si je comprends bien, pour sa partie formation, il a été formé par Feldenkrais, mais aussi par Kawaishi, puisque Kawaishi enseignait au Jiu-Jitsu Club de France. Et c'est à partir de son retour du Japon, donc en 1952, qu'il y a eu un conflit qui a éclaté entre lui et Kawaishi. Mais je crois que ce conflit date en réalité d'avant son voyage au Japon. Est-ce qu'il parlait de la période de la guerre et de ce qui est devenu le Jiu-Jitsu Club de France pendant la guerre? Non, je sais qu'il y a eu un différent simplement avec Kawaishi par rapport au club de judo. Il parlait des étranglements qu'il faisait pour les élèves pour qu'ils puissent passer la ceinture supérieure, enfin, pour devenir ceinture noire, des choses comme ça. Mais l'évolution même du club, non, je n'ai pas de souvenir. Juste cette histoire ils étaient obligés de passer par l'étranglement, donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse réanimer, si je peux dire, parce que c'était des mouvements techniques, et c'est une chose que certaines personnes, alors je ne sais pas qui ni pourquoi, lui reprochaient, trouvaient que c'était un peu excessif, ou voilà, et pour lui c'était important, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Donc là, il y avait eu aussi des petits tiraillements par rapport à cette étape où il exigeait cela des judokas pour passer ceinture noire, je pense, ou peut-être une dan, je sais plus trop. Je crois, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois que Kawaishi a dû partir pendant la guerre et qu'il est revenu en 1948. Et quand il est parti, il a laissé le club à 2 judokas, dont votre grand-père, Jennifer. Est-ce qu'il parlait de ça? Non, en fait, c'est ça, il en a parlé, en fait, je pense, dans pas mal de choses, mais c'était surtout, après, nous, c'est vrai que moi, je pense que dans l'âge, j'ai plus eu le côté vraiment très philosophique, puisque j'ai pas vécu, 49, j'étais vraiment loin d'être là. Et du coup, c'est vrai qu'il nous racontait, voilà, encore une fois, vraiment la philosophie. Mais dans les recherches, et en parlant quand même avec toi Chantal, Jean-Pierre, son autre fils aussi, et Dimitri, mon frère, qui était très proche de mon grand-père, apparemment quand même, ce qui semble être le plus aligné apparemment avec ce qu'on connaît de notre grand-père, enfin tu vois, de votre papa aussi,
du coup, c'était qu'il avait justement découvert le judo d'une manière un peu plus profonde, sûrement avec Feldenkrais au départ, que après, en le vivant avec Kawashi, je pense qu'il y avait des choses qui divergeaient. Et c'est là où il a vraiment eu besoin d'aller retourner à la source pour comprendre vraiment les racines. Et ça parle bien. Enfin, je sais pas, quand je pense à ça en parlant de mon grand-père, je me dis ouais, ça c'est complètement cohérent dans sa démarche. Qu'au Japon, ça n'a pas été facile, apparemment, en effet, parce que ça c'est peut-être toi qui me l'avais dit, Gabriel, que apparemment Kawashi peut-être aurait pas facilité son voyage, peut-être, au Japon. Oui, c'est certain même. Oui, voilà. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que quand votre grand-père est parti au Japon, c'était en 1949. C'était donc un an après le retour de Kawashi, puisque je crois que Kawashi est revenu en France en 48 ou en fin 47, début 48. Et quand Kawashi est revenu en France, si ma mémoire est bonne, Kawashi a exigé d'avoir en gros un pourcentage sur le club qui avait tourné pendant son absence. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est ce qui aurait dû se passer. C'est-à-dire que Kawashi, quand il est parti, il a laissé le club à Jean Beaujean et à Roger Duchesne, je crois. Et les deux, en fait, devaient tenir le club à son absence, mais en échange, comme le club avait beaucoup de licenciés et puis que ça faisait un peu d'argent, il devait lui donner une partie des revenus, des bénéfices du club. Et je crois d'ailleurs qu'il y avait exactement la même histoire avec les livres de votre grand-père, puisque quand il a voulu publier des livres, il devait reverser une partie à Maître Kawaishi en tant que co-auteur, puisque Maître Kawaishi détenait la technique. Donc je pense qu'il y a une histoire d'argent derrière tout ça. Alors dites-moi, ouais. Jennifer. Non mais c'est ça justement, mais ce que j'ai entendu justement entre ce que tu nous avais dit, ce qu'on avait pu dans les recherches et aussi en parlant aussi avec... parce qu'on s'est posé la question aussi pourquoi il était parti au Canada derrière tout ça. Et quand même apparemment ce qui semble aussi viable, c'est qu'il a écrit ce bouquin là justement, ce magnifique bouquin sur la technique Kawashi, enfin quand même un sacré gros ouvrage. Et apparemment lui il avait prévu de garder des sous pour lui permettre de faire ce voyage au Japon. Et en effet, quand Kawashi est rentré, il aurait demandé des sous, tout ça, et mon grand-père aurait dit, non, je suis pas d'accord, j'ai besoin de ces sous pour aller au Japon. Alors, est-ce qu'il y avait que ça? Est-ce qu'en effet, Monsieur Kawashi avait vraiment pas envie que le judo soit autre chose que ce qu'il imaginait à ce moment-là aussi, peut-être? Alors, il y a aussi ça, effectivement, oui. C'est que... Quand votre grand-père a décidé d'aller au Japon, il a décidé d'y aller pour ramener en France par la suite, il s'en cachait pas, le judo originel entre guillemets. Et Kawashi, ça arrangeait pas du tout ses affaires parce qu'il avait profondément modifié le judo quand il est arrivé en France pour l'adapter au public français, au public de scientifiques qu'il avait. Et en fait, ce qu'il avait fait Kawashi, c'était pas du tout idiot, il avait eu une très bonne idée. Il avait dit, ok, j'ai affaire à un public de scientifiques, puisqu'il enseignait à Feldenkrais et aux scientifiques qui étaient autour des Joliot-Curie. Et il avait dit, ok, on va faire une terminologie pour le judo, et on va séparer les différentes projections qui existent en fonction de l'anatomie qui fait exécuter ces projections. Donc il y avait premier de hanche, deuxième de hanche, troisième de hanche, chaque numéro correspondait à une projection, et puis la même chose pour premier mouvement d'épaule, deuxième mouvement d'épaule, premier mouvement de bras, etc., etc. Et donc Kawashi avait profondément modifié le judo et il avait aussi modifié un petit peu la façon de l'enseigner. C'était très statique dans la méthode Kawashi et ça ne correspondait pas tout à fait à la méthode Kodokan qui enseignait déjà le judo avec des déplacements en mouvement, enfin c'était plus movible quoi. Donc du coup, à raison, il a dû avoir peur que votre grand-père parte au Japon, ramène le judo originel et lui fasse de la concurrence en disant voilà, moi je détiens le judo directement du Japon aussi, je suis aussi légitime que Kawashi pour enseigner. Surtout que, d'après ce que j'ai compris, de ce qu'on a dit précédemment et de ce que j'ai vu, votre grand-père était très bon compétiteur, il était admiré pour sa technique, donc il avait déjà une petite renommée qui lui aurait permis, s'il ramenait le judo du Japon, de concurrencer vraiment Kawashi. Ouais. Donc Kawashi, quand il s'est pris la tête avec votre grand-père, il a envoyé une lettre au Japon. Et le voyage jusqu'au Japon, c'était par bateau à cette époque-là. Donc la lettre est arrivée bien avant votre grand-père. Et il a écrit, d'après Michel Brousse, qui a écrit un livre sur l'histoire du judo, il a écrit en de très mauvais termes qui ont influencé négativement le voyage de votre grand-père au Japon.
Donc je suppose qu'il a écrit en disant à ses collègues ne recevez pas monsieur un tel parce que voilà, il m'a planté sur tel et tel truc, ne lui apprenez rien du judo. Bon, apparemment ça n'a pas empêché votre grand-père de rester 3 ans au Japon et d'y apprendre non seulement le judo mais apparemment aussi le karaté. Alors est-ce qu'il en avait parlé ça du karaté quand il était... Alors moi j'ai franchement découvert, c'est à travers donc ce que vous avez pu dire à Jennifer, j'ai découvert qu'il avait fait, où il s'était intéressé au karaté, mais vraiment alors là, il ne nous en a jamais parlé, en tout cas pas à moi. Ok, parce que quand j'ai écrit mon livre sur l'histoire du karaté sur la Côte d'Azur, j'ai fait des recherches assez poussées et je suis remonté jusqu'à votre grand-père, à ce conflit qu'il avait eu avec Kawaishi. Et j'ai retrouvé cette photographie qu'on voit dans un article de presse de votre grand-père en position de karaté, avec une tenue de karaté, en train de frapper le makiwara. Donc là, il n'y a aucun doute, il fait du karaté à ce moment-là. Mais j'ai pas pu savoir si c'était une leçon qu'il avait pris comme ça, épisodiquement, on va dire, ou s'il avait vraiment appris le karaté au Japon. Quoi qu'il en soit, c'est tout de même la trace la plus ancienne d'un Français ayant appris le karaté au Japon. Alors, est-ce qu'il a pris qu'une leçon ou plusieurs? Ça, je peux pas dire. Mais votre grand-père ayant été le professeur de Henri Play, qui a introduit le karaté en France, il n'est pas impossible qu'il ait mentionné le karaté à Play et que Play ait ensuite essayé de se renseigner sur le karaté. Parce que Henri Play a découvert le karaté entre 1951 et 1954. Et il crée la première association de karaté en 1954. Votre grand-père revient du Japon en 1952. Donc est-ce qu'il aurait parlé du karaté à Play entre 52 et 54, surtout que c'était son professeur? C'est possible, mais on n'a malheureusement pas d'éléments pour le confirmer. Ouais. Moi, effectivement, Play fait partie des noms qui me disent quelque chose. Et karaté, vraiment non. Là, ça a été une surprise complète. Et je le vois bien, ce qui est intéressé, parce c'est quand même un art, ça fait partie des arts martiaux, et ce qui est intéressé, mais peut-être pas plus que ça. Je sais pas. Là, je ne veux pas me prononcer sur quelque chose que je ne connais pas. En tous les cas, il a jamais parlé du fait qu'il ait appris le karaté au Japon. Non. Ok. Bon, c'est intéressant quand même. Et pour en revenir au judo, donc, vous avez plus d'éléments à partir du moment où il revient en France, en 1952. Et là, il n'est pas resté longtemps, puisque je crois qu'en 54, il part au Canada, si je dis pas de bêtises. Ah bah c'est sûr, parce que moi, je suis né au Canada en 54. D'accord. Ok. Et donc du coup, si je comprends bien, il est resté que 2 ans et il est reparti justement du fait qu'il y avait ce conflit avec Kawaishi. Est-ce qu'il avait parlé de la raison de son départ au Canada? Non, il n'a jamais parlé de la raison, mais je pense qu'effectivement, le conflit, entre guillemets, avec Kawaishi a dû être un des éléments, parce qu'il était entier dans sa personnalité. S'il y avait un conflit, c'était de couper et d'aller de là. Donc ça correspondrait bien à sa manière de penser, de voir, c'est-à-dire on reste pas sur place, on coupe et on recommence ailleurs. Et alors, je crois qu'au Canada, il a eu plusieurs métiers. Il a même été coiffeur à un moment, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu son parcours au Canada? Ben, il est arrivé au Canada et je pense qu'il a pratiquement dès le début, alors qu'il y connaissait pas spécialement, c'était pas du tout un spécialiste de coiffure. Il a acheté un premier salon de coiffure et je pense que dès le début, pour avoir un métier, pour pouvoir travailler, il a fait de la coiffure, oui. Tout en gardant bien sûr sa passion pour le judo, mais ça a été la coiffure qu'il a appris d'ailleurs par lui-même, et en achetant un premier salon, un deuxième, un troisième, mais voilà, il a pu vivre grâce à ce métier, on va dire. Jennifer? En fait, alors je sais plus si je l'ai lu, mais même dans la philosophie. Alors pour rebondir là un moment sur la pourquoi il était parti au Japon, comme tu dis Chantal, Jean-Pierre nous a dit la même chose en fait, son autre fils, que c'était aussi par intégrité, enfin voilà, je suis quelqu'un d'intègre, entier, et ça me parle pas la manière dont c'est fait, dont le judo est enseigné, et apparemment il y avait quand même un sacré, je sais pas, monopole, tu vois, où il n'y avait pas l'espace de penser autrement, donc il est parti et il a continué le judo après au Canada, et il a continué à pratiquer justement avec, je voulais retrouver un nom, avec Monsieur Lalonde et Chantal, tu t'appelles Monsieur Lalonde et Duchesne. Ah voilà, c'est ça. Oui, bah oui, ok.
Et d'ailleurs, on a retrouvé, c'est grâce au fils de Monsieur Lalonde, parce que Monsieur Lalonde est décédé il y a très peu de temps, on a retrouvé le manuscrit de mon grand-père, qu'il avait écrit un bouquin où justement, voilà, donc c'est super. Et en fait, là-bas, apparemment, même le salon de coiffure ou même le fait de dessiner, parce que c'était un autodidacte incroyable, parce qu'il faisait des dessins, mais incroyables. Enfin, il a fait des portraits de toute la famille, il dessinait merveilleusement bien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il a illustré les bouquins sur le judo. Il avait illustré le livre de Feldenkrais aussi, enfin, le tout premier, l'ABC du judo, c'est lui qui l'avait illustré. Et en fait, je crois que même la coiffure, en fait, il appliquait les principes, ça paraît fou, hein, mais il appliquait les principes du judo dans toute la vie, en fait. Enfin, et finalement, oui, dans la coiffure, comme dans d'autres choses, j'ai l'impression que c'était un prolongement de lui-même, quoi. Que ce soit, peu importe, en fait, finalement, à travers quel métier il le faisait, quoi. C'est intéressant parce que son parcours au Canada m'est complètement inconnu, et je crois que pour beaucoup de pratiquants français, c'est la même chose. Est-ce qu'il a ouvert des clubs? Vous dites qu'il a continué à pratiquer. Est-ce qu'il a enseigné au Canada? Qu'est-ce qu'il y a fait en termes de judo? Il y avait un club de judo où il y avait effectivement Duchesne et qui c'était? Donc Lalonde. Mais on n'a pas été partie prenante là encore parce il y avait ce club de judo. Je ne sais pas si c'est lui qui est à l'origine de la création du club ou si c'est Duchesne ou Lalonde, mais je sais qu'ils avaient ce club de judo à Montréal et qu'il allait régulièrement, il s'entraînait, mais vous donner plus d'enseignements, je n'en ai pas plus. Donc il était à Montréal et il est toujours resté à Montréal. Il n'est pas allé dans d'autres villes du Canada? Non. Et il y est resté jusqu'à quand, vous savez? Il est resté c'est-à-dire à la fin, il faisait un peu du Montréal et Paris parce qu'il adorait Paris. Donc les derniers mois avant que ma mère meure, donc à Cannes, puisqu'ils étaient redescendus, ils étaient près de nous, donc à Cannes. Donc il faisait des allers-retours entre le Canada, Paris, voilà, et Cannes. D'accord. Et c'était en quelle année? Écoutez, ma mère est décédée en 2000, ça doit être 2005, un truc comme ça, 2003, voilà. Et il est décédé à Paris, donc en 2009. Voilà, donc il est décédé à Paris, mais il faisait toujours quand même des allers-retours avec le Canada et Paris. Ok, donc il a fait en fait toute sa vie au Canada à partir de 1954. Ouais. Canada-Paris, ouais. Les hivers à Paris, souvent. Les hivers du Canada à Paris. Il avait le club de judo, il y allait, il enseignait, il pratiquait, donc non, régulièrement, tout à fait. Jusqu'à un âge où, après, je pense qu'il avait physiquement plus peut-être la souplesse, etc. Et ce qui l'intéressait plus, effectivement, à un moment donné, c'était pas tellement la pratique physique du judo, mais la philosophie qui allait avec. Et voilà, ça s'est un petit peu ouvert sur plus de philosophie que de pratique de judo. Jennifer, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, c'était ça, c'était juste les écrits de Monsieur Lalonde, le fils de Monsieur Lalonde, donc me confirmait du coup par écrit que c'était le professeur, que Jean Beaujean, donc mon grand-père était le professeur de Monsieur Lalonde, et il a beaucoup d'anecdotes parce qu'il l'avait beaucoup connu aussi. Une philosophie pas mal, me dit-il, plus spirituelle que le judo d'aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'il écrit aussi. Je vais essayer, voilà. Et après, il lui disait quoi? Voilà, c'est ça qu'il avait, voilà. Il a retrouvé le manuscrit de plus de 200 pages qu'il avait écrit et des centaines de photos de lui et son papa qui étaient en train de s'entraîner au judo. Ce serait bien si jamais vous pouvez lui dire de numériser ces photos et ce manuscrit. C'est déjà fait, justement, on lui a demandé, et là, apparemment, donc, comme son papa vient de décéder il n'y a pas longtemps, il est dans un processus de vente de sa maison, et après, il nous scanne tout ça, et tu seras aussi dans les premiers à qui on envoie ça. Jennifer, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous savez tant de choses sur lui? Je crois que vous l'avez côtoyé à un long moment quand il était à Paris, si je dis pas de bêtises. En fait, non, je connais pas finalement plus de choses que ça. J'en ai découvert pas mal dans mes recherches aussi. Je connaissais... En fait, il venait tous les hivers chez nous. Justement, passer les hivers du Canada. Donc, il vivait chez nous pendant tous les hivers. Donc, on vivait avec lui. Et c'était quelqu'un de très présent. Pas d'autres mots. Très présent et qui parlait beaucoup. Alors, on dirait avec Chantal qu'il faisait des monologues. Mais c'est vrai que c'était un cours permanent, en fait. Et du coup, il nous parlait énormément
Enfin, ouais, mon enfance est imprégnée de mon grand-père. D'ailleurs, je crois que ça a imprégné toute ma vie. Et c'est pour ça, je crois que c'est pour ça que ça me tenait à cœur aussi toutes ces recherches. Parce que alors déjà on le voyait beaucoup travailler sur le sens de la vie, sa bibliothèque remplie de livres de Jung, d'Annick de Souzenel, donc ça c'est des bouquins qui étaient chez nous, tu vois, qu'adorait lire mon grand-père. En plus c'est énorme parce qu'il annote tous les bouquins, tu sais, il aimait bien annoter des bouquins, donc il y avait ses réflexions sur les livres eux-mêmes. Et j'avais entendu dire aussi qu'à un moment donné, il avait encore plein d'écrits, il avait des photos de ça, mais qu'il avait tout brûlé. Alors ça, je sais pas pourquoi, qu'il avait vraiment à un moment donné eu besoin de couper. Et quand il était sur Paris, donc il venait tous les hivers, presque tous les hivers, je crois. Et donc oui, il parlait beaucoup en fait du judo, de la philosophie du judo, du sens de la vie, oui c'est ça, de Jung, Est-ce qu'il parlait de sa période au Kodokan, au Japon, quand il a été pratiquer le judo? Est-ce qu'il en parlait un peu du Japon? Est-ce qu'il y a des anecdotes qui vous reviennent? Écoutez, moi, une anecdote qui m'avait... Enfin, c'est peut-être pas la plus... Je sais qu'il avait été invité par l'empereur à venir et qu'il avait refusé. Et sinon, une vie très... avec peu de moyens, où il vivait vraiment... je dirais pratiquement au jour le jour. Il y avait d'ailleurs un prêtre catholique qui était au Japon en même temps qu'eux, qui avait écrit donc sur le Japon et la vie au Japon, et qui avait fait référence à Jean Beaujean et à Violette en parlant de leur vie vraiment très simple, etc. Donc j'avais ce livre, je ne sais pas ce qu'il est devenu dans les différents déménagements, mais voilà. Donc une vie simple, mais c'est bizarre parce qu'il avait une vie simple, et quand Pierrette est née au Japon, on a une vidéo, on a un film de quand elle est née, donc quand ma mère sort de la clinique. Donc pour pouvoir filmer à l'époque, il fallait quand même avoir des moyens. Donc il y a un petit peu des deux, je ne sais pas trop comment... Et il n'a pas donné des cours de dessin aussi, du coup en allant au Canada, il avait dû donner des cours de dessin. Et moi j'ai un souvenir de papy qui nous disait, mais moi en fait je savais pas faire, mais il avait cette logique de dire, je me rappelle en dessinant, il disait plutôt que de faire dessiner le trait, moi je leur faisais effacer le contour. Enfin je sais plus, j'ai cette anecdote, mais justement il s'est inventé prof de dessin, puis c'était un très bon dessinateur, mais il me semble que c'était au début du Japon quoi. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a pu y faire exactement, parce que je sais qu'à cette époque-là, quand les Français et les Occidentaux en général allaient au Japon, ils étaient effectivement reçus par des gens qui étaient soit des évangélistes, soit des gens qui étaient dans les ordres, qui étaient au Japon ou en Chine, bon plutôt au Japon parce qu'en Chine ça s'est mal passé, mais qui étaient au Japon pour essayer de diffuser la chrétienté. Et donc quand il y avait des Occidentaux qui devaient être de passage ou qui devaient résider au Japon, la première chose qu'ils faisaient, c'était d'entrer en contact avec des prêtres ou avec des évêques sur place. Il parlait jamais de qui l'a reçu, de où il a logé, dans quelle ville. Est-ce qu'il était à Tokyo, à Kyoto? À Yokohama, puisque à Yokohama. À Yokohama, ok. Donc si je comprends bien, il est parti avec sa femme? Oui. Qui s'appelait Violette, c'est ça? Oui. Voilà. Ok. À Yokohama, et je sais que la marraine de Pierrette, donc ma sœur, était chinoise. Alors après, je peux pas... Et je sais que ma sœur était... Oui, elle était retournée, elle avait retrouvé trace de sa marraine. Mais qui est cette personne et quel était le lien avec... Il était très secret, il parlait beaucoup de philosophie de la vie, mais il ne parlait pas de ce qu'il faisait lui vraiment, et donc on n'a jamais eu de détails sur comment il avait pu rencontrer donc cette personne qui était, si j'ai bien compris, quelqu'un d'un milieu social élevé, donc qui n'était pas quelqu'un qu'il aurait pu rencontrer simplement dans la vie de tous les jours. C'était quelqu'un qu'on avait dû lui présenter, mais je ne sais pas. Je sais qu'elle était chinoise, c'est tout ce dont je me rappelle. Et est-ce qu'il parlait de sa pratique du judo au Japon, de ce qu'il y a découvert, parce qu'il est quand même allé pour ça? Oui, tout à fait. Oui, c'était le but de sa vie, c'était le judo, c'était de retrouver les racines, l'origine les racines du judo. Il a pratiqué énormément, mais il n'en parlait pas. Si, il en parlait tout le temps, mais voilà, c'était vraiment pour lui de retrouver le sens du judo à travers ce voyage. Oui. Et est-ce qu'il disait qui avaient été ses professeurs, ses partenaires d'entraînement, où il avait pratiqué au Japon?
Non, ça j'ai pas de... Pas moi en tout cas, j'ai pas su. C'est dommage parce que, en fait, le parcours de votre grand-père est très intéressant. Parce que, bon, partir au Japon à cette époque-là, c'est quand même pas commun. À part Klein, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Et en plus de ça, il a pratiqué peut-être le karaté, mais on n'en est pas certain. Est-ce qu'il avait gardé des documents, des archives, des choses qui restent à Cannes ou ailleurs? Alors à Cannes, non, il y avait... Non, parce que tout était soit à Paris, chez toi, Jennifer, soit à Montréal. Donc, il n'y a pas de documents par rapport... Il y a des objets qu'il avait ramenés du Japon. Quel genre d'objet? Il aurait donné à papy, donc qui? Ah oui, une photo d'un éventail signé par Rizei Kano, le fils de Jigoro Kano. Il aurait donné à papy ce Nitsuke. C'est un petit... Je pourrais te... C'est ça, hein? En lui disant, tu es comme le tigre blessé, tu n'abandonnes jamais. Il avait ramené quelques objets du Japon et c'est très probable effectivement qu'il ait rencontré Rizei Kano parce que s'il s'est entraîné au Kodokan à Tokyo, à cette époque-là, il y avait Rizei Kano, le fils de Jigoro Kano, qui était actif au Kodokan. D'ailleurs, vous le savez peut-être pas, mais Feldenkrais, il avait rencontré Kano lui-même, puisque Kano était venu en France en 1933, et Kano avait fait une conférence au lycée des Arts et Métiers, et Feldenkrais l'avait rencontré à ce moment-là. Il en parlait comment? Il en parlait comme s'il l'avait connu? J'avais l'impression, oui, comme s'il l'avait connu. Maintenant, en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu une importance dans son parcours. Il en parlait même assez souvent, Kano. Ça faisait partie des mots Feldenkrais. Ça, c'était des noms qui revenaient régulièrement. Il parlait peut-être de son fils Rizei Kano. Sans donner le prénom, donc il parlait juste de Kano. Donc ça pouvait être effectivement le fils. Il n'y avait pas le prénom qui allait avec, ou c'était juste Kano. Ouais, c'est très possible. Parce qu'il a commencé le judo en 37, c'est ça? Enfin, si j'ai bien trouvé, il aurait commencé en 1937 le judo. Oui, donc il n'a pas pu rencontrer Kano avant, ça m'étonnerait. Et surtout, s'il a commencé en 37, il a commencé au Jiu-Jitsu Club de France, mais je crois que votre grand-père avait un club à Paris avant de partir. Alors, c'est possible parce que moi j'ai vu dans des écrits, alors là, mais j'ai vu en effet dans des écrits un élève qui disait ah bah tiens, je vais aller dans le club de Monsieur Beaujean. Et c'est peut-être après, non, c'est peut-être après le voyage au Japon. Parce que quand Klein a voulu rencontrer votre grand-père, il a demandé qui était déjà allé au Japon parmi les judokas et on lui a dit d'aller voir Jean Beaujean, qui avait un club à tel arrondissement de Paris, je me souviens plus où c'est, et il me semble que c'était pas le Jiu-Jitsu Club de France, c'était un autre. Possible, oui. Alors c'est possible, alors ma grand-mère habitait à Paris à l'époque, et effectivement, il me semble qu'il y avait un autre club, oui. Maintenant, quand vous en parlez, ça me dit quelque chose, oui. Et c'était peut-être dans le 20e ou un truc comme ça, arrondissement. Mais vraiment, c'est un souvenir très, très lointain, mais oui, maintenant que vous en parlez, il y avait quelque chose. Et quand il revenait, les hivers, il est revenu jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au moment où votre grand-mère était malade, si j'ai bien compris. Après, il est resté quelques années quand même en France. Il n'est pas retourné de nouveau à Montréal. Il a fini sa vie en France, c'est ça? Il a fini sa vie en France, mais il a quand même fait quelques voyages à Montréal. Et est-ce qu'il était en contact avec les judokas français ou Oui, parce que je sais qu'il les appelait régulièrement. Mais genre papy, c'était genre mon père, 5 minutes pour dire voilà, mais je sais qu'il les appelait régulièrement, tout à fait. Et avec les judokas de Cannes, vous savez s'il avait des contacts? Cannes, je pense pas, non. Je pense pas, non. Quand il revenait l'hiver en France, il devait peut-être assister à des démonstrations, des championnats, il allait voir du judo, ça vous dit quelque chose? Ça me dit rien. Et je pense même pas qu'il aurait... Ouais, tu vois, qu'il serait allé voir le sport, ça m'étonnerait. Non? La technique, c'était peut-être plus ce qu'il... Lui, c'était vraiment la philosophie qui l'intéressait. Et je pense pas non plus qu'il soit allé voir des démonstrations de judo. Il trouvait que le judo était différent, en tout cas, et que ça avait évolué d'une façon qui ne lui... Enfin, plaisait pas trop, on va dire. Donc, non, je pense pas qu'il... Le point de vue de votre grand-père, Jennifer, était partagé d'ailleurs par beaucoup de judokas de son époque qui trouvaient que le judo avait mal tourné quand il s'était sportivisé. Il en parlait souvent? Ouais, ça oui, j'ai l'impression qu'il y avait ce goût-là. Moi, j'ai des souvenirs quand même ou de tiens, lui, quand il parlait de je sais plus quelle personne, ah mais non, mais lui, il a rien pigé au judo. Ou ah ouais, mais là, non, maintenant c'est devenu... c'est pas devenu quelque chose qui lui parlait en tout cas. Ouais. Et l'interview qu'il avait fait, c'était dans quel cadre?
ils étaient venus faire il était, mais je sais plus le nom de ce monsieur, je vais essayer de retrouver, mais qui était venu faire une interview de Papy à la maison à Paris. C'était pour Klein justement, c'était une interview sur Klein, il me semble, non? Oui, il me semble qu'il parle de Klein dans l'interview, effectivement. D'ailleurs, il en dit pas tout à fait du bien. Alors, il en dit pas du mal, mais c'est vrai qu'il a dû faire partie de ces gens qui ont été un peu choqués de voir Klein revenir avec le 4e dan du Japon, parce que c'était quand même un grade... Ce que vous savez peut-être pas, c'est que Klein a plus ou moins acheté son 4e dan. Hein. Ah. Donc... L'histoire est très connue des judokas français parce que Klein est parti sans même avoir validé sa ceinture noire. Il avait le niveau ceinture noire mais il l'a pas validé avant de partir, donc il est parti officiellement ceinture marron et il est revenu 4e dan. Donc c'était un peu gros parce qu'il est parti 4 ou 5 mois, il n'est pas parti 3 ou 4 ans, hein, et il est parti très peu de temps. Donc c'était un peu gros et quand Klein est revenu en France, les autorités françaises du judo ont refusé de valider ces grades japonais alors qu'ils avaient été signés de la main de Rizei Kano justement. Et ça a fait un scandale épouvantable et Klein s'est barré en Espagne et est devenu directeur technique de la Fédération espagnole de judo. Mais quoi qu'il en soit, Klein était un personnage dont c'est très polarisé. Certains disent qu'il n'était pas mauvais technicien. D'autres disent qu'il était très moyen et qu'en gros il avait le niveau d'un 1er dan et je crois que votre grand-père était de cet avis. Ouais, je crois que dans sa phrase dans l'interview, il rigole, il dit c'est un ami, je me permets de dire autant des amis, je leur dis ce que je pense dans les deux sens. Enfin, il aimait beaucoup sa peinture, je crois. Mais du coup, il disait oui, mais il avait rien pigé du judo. Je crois que c'est sa phrase. Donc les deux avis existent à propos de Klein et c'est vrai que c'est difficile de savoir quel niveau exactement il avait. Certains disent qu'il était très doué et c'est pour ça qu'il a progressé assez vite. D'autres disent que c'était un judoka plutôt moyen et qu'il n'avait pas du tout un niveau très élevé par rapport à son époque. Par contre, le fait qu'il ait acheté le 4e dan, ça c'est resté en travers la gorge de certains judokas, dont je pense votre grand-père. Ce genre de choses, je pense qu'il n'aurait pas accepté. Enfin, je veux dire, c'était pas du tout acheter une 4e dan. C'est quelque chose qui a été rédhibitoire pour pouvoir après entretenir vraiment une amitié ou quelque chose de profond, on va dire, avec des gens qui seraient capables de faire ça, si je peux me permettre cette façon de dire, quoi. Il me vient quelque chose en tête, mais pendant la guerre, il avait quelque chose comme 13-14 ans. Non, il a fait la guerre. Il a fait la guerre, il est allé... Ah oui, c'est vrai, ouais. Oui, non, il a fait la guerre. Mais t'as pas une histoire où... Enfin, moi j'ai un souvenir de Papy nous disant qu'il avait joué l'imbécile avec la mitraillette, je sais pas quoi, pour que surtout on l'envoie pas en fait. Enfin, je sais plus, pour pas avoir à faire ça. Enfin, je sais pas, j'ai un vague souvenir comme ça. Il avait joué, oui, je sais pas quoi, pour se retrouver mis en prison. Il avait joué... Ah il avait été... effectivement, parce qu'il était absolument contre le fait de pouvoir utiliser une arme contre quelqu'un et de le tuer, quelle que soit la raison. Mais il avait fait, attends, c'était pas la Syrie ou... En tout cas, il a fait la guerre, ça c'est sûr. Il a passé une partie du temps en prison, mais volontairement, je veux dire, il avait trouvé. Mais il a fait la guerre et il n'a pas fait l'Indochine. Il n'avait pas fait l'Indochine. Mais sinon, sur les livres qu'il a pu écrire, je sais qu'une fois, on était allé à la Bibliothèque nationale. Il avait voulu voir si les livres qu'il avait écrits étaient là-bas et il les avait trouvés. Donc, parce qu'on disait que tous les livres qui sont publiés en France, il y a une copie à la bibliothèque. Donc, tout ce qu'il a pu écrire, en tout cas, il y aurait une copie à la Bibliothèque nationale. C'est possible, sauf celui dont vous m'aviez parlé, Jennifer. Celui-là, il faut le scanner parce qu'il n'est pas à la BNF, c'est sûr. Ouais, et celui-là, en plus, c'est vraiment dans celui-là que... En tout cas, là, sur les quelques pages que j'ai pu lire, là, que nous a envoyé Monsieur Lalonde, c'est vraiment... Là, on entend notre grand... Enfin, moi, j'entends Papy parler, quoi. C'est sur sa philosophie du judo et tout ça. Donc, ouais, je sais pas pourquoi il n'a pas été édité, finalement, celui-là. Peut-être qu'il l'a écrit quand il est parti au Canada et qu'il n'avait pas envie de l'éditer là-bas. C'est possible, parce que éditer au Canada, c'est autre chose encore. Éditer en France, c'est quand même plus simple. Ce que je sais, c'est que quand il a écrit les livres qu'il a écrits en France, là, sur le judo, et qu'il a participé à illustrer, par exemple, il n'était pas mauvais, disons, auteur et illustrateur, donc il aurait pu en faire carrière. Hein. Les bouquins d'arts martiaux, ça marchait fort à l'époque.
Il n'a jamais parlé de ce travail qu'il faisait pour Kawaishi ou pour d'autres? Oui, mais au point de publier, il avait toujours un doute sur ses qualités justement d'écrivain. Et je ne sais plus si c'était Klein ou peut-être non, comment il s'appelle, Feldenkrais, ou peut-être Play, qui lui avait expliqué comment écrire, enfin comment arriver à faire une écriture qui soit fluide et facile à lire. Et donc, il avait toujours ce complexe, entre guillemets, sur ses qualités d'écrivain. Moi, je sais qu'une ou deux fois, il m'avait fait lire des choses qui étaient très alambiquées, c'était pas clair. Et il voulait toujours simplifier Ouais, ça me dit rien, mais sur le bouquin, ça me rappelle à la fin de sa vie, quand il était chez nous, il m'avait demandé si je pouvais écrire pour lui. Et j'avais dit non. C'était un moment où j'étais ronchonne. Et du coup, je me rappelle que j'avais dit non. Mais c'est vrai, il m'avait demandé si je pouvais écrire... Enfin, que lui, il me dicte en fait. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dont vous vous souvenez à propos de son parcours de judoka, des trucs qu'on n'aurait pas dit, des anecdotes, n'importe quoi qui peut vous revenir? Le coup des étranglements, il avait plein de techniques de santé. Moi, je me rappelle, il avait plein de techniques pour nous soigner. Genre une entorse, il avait 3 astuces qui faisaient qu'on n'avait plus d'entorse après. Tu dis l'étranglement, là justement, il y avait des points pour rallumer les gens. Enfin, ça semble simple comme ça, mais des choses un peu... Ouais, des petites techniques de sorte. Je me demande s'il les avait pas apprises au Japon aussi, en fait. Oui, c'est probable parce que... alors, c'est probable qu'il les a appris en France et ensuite qu'il les poursuivi au Japon parce qu'au début, dans le jiu-jitsu et dans le judo, on apprenait aux ceintures noires et uniquement aux ceintures noires à ranimer. On apprenait ce qu'on appelle les kwatsu. C'est des points pour ranimer les gens. Et ça, il fallait absolument les connaître quand on était ceinture noire parce que justement, il pouvait y avoir des étranglements un peu trop poussés où le gars tombe dans le coma. Hein. Donc là, il fallait savoir ranimer. Bon, c'est des techniques japonaises qui font partie de la médecine traditionnelle japonaise. Donc il est possible qu'il en ait appris une partie plus importante une fois là-bas. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était ça qu'il avait imposé pour passer la ceinture noire. Donc il fallait que les judokas se fassent étrangler et qu'il y ait un autre judoka qui fasse donc un kwatsu pour le réanimer. Il y avait eu un accident d'ailleurs. Il y en avait un qui pour quelle raison, n'avait pas pu être animé. Lui avait été lui-même étranglé et il se rappelait de cet épisode où quand il a été réanimé, c'était comme un rideau qui se levait. Et où il voyait les pieds des gens, etc. Donc il avait été étranglé et réanimé, et voilà. L'accident dont vous parlez, je sais pas, il y a 2 accidents qui sont arrivés en France, graves, à propos de judo et des étranglements. Et il y a un accident qui est arrivé en 1955 ou juste avant 54 peut-être, parce qu'en 1955 a été créé le premier diplôme de professeur de judo et discipline assimilée. Et en fait, les autorités ont décidé de créer ce diplôme parce qu'un professeur de judo avait été étranglé par un de ses élèves et était mort. Il était décédé de cet étranglement. Et les autorités avaient décidé du coup de créer le diplôme pour qu'il n'y ait que des professeurs qualifiés, etc. Et il y a eu des accidents avec les étranglements. C'était... À cette époque-là, il n'y avait pas encore de défibrillateur dans les clubs. Hein, donc les étranglements, si on n'arrivait pas à ranimer le gars, il fallait l'amener jusqu'à l'hôpital. Il avait le temps de mourir 10 fois. Hein. Non, mais c'est exactement ça. Maintenant, je me rappelle pourquoi on n'avait pas pu le réanimer. Parce qu'en fait, le professeur avait demandé à l'élève de faire le mouvement sur lui. Et donc, il avait étranglé. Et l'élève ne savait pas faire le kwatsu. Et donc, il n'avait pas pu le réanimer. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est certainement l'histoire qui avait un peu traumatisé les judokas de l'époque et c'est l'histoire qui a fait prendre décision au ministère de la Jeunesse et des Sports de créer un diplôme parce que là, ça devenait nécessaire. Il est très probable qu'aux archives de Paris, si j'y retourne, mais il faut que... c'est du boulot. Je retrouve la fiche de votre grand-père parce qu'à cette époque, en 1955, il y avait déjà des professeurs de judo qui enseignaient et du coup, ils n'avaient pas le diplôme puisque le diplôme venait d'être créé. Donc la fédération a envoyé un formulaire à tous les professeurs en leur disant voilà, vous mettez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre grade, etc. Vous dites dans quel club vous enseignez, depuis quand, etc.
Et si vous êtes professeur depuis déjà longtemps et en activité, ben, on vous donne le diplôme puisque de fait, vous êtes déjà professeur. Et donc beaucoup de professeurs de cette époque ont eu leur diplôme validé directement par la fédération puisqu'ils enseignaient déjà. Et les fiches sont très intéressantes puisque dans la fiche, il y a le nom du professeur qui enseigne, mais il y a le nom de son propre professeur, il y a son nombre d'élèves dans le club, il y a l'adresse exacte du club, etc. Donc c'est vrai que moi quand j'y suis allé, comme je fais des recherches sur la Côte d'Azur, j'ai consulté que les fiches des gens qui étaient sur la Côte d'Azur, mais je jetterai un coup d'œil aux fiches des gens qui enseignaient à Paris, je retrouverai certainement la fiche de votre grand-père. Oui, oui. Oui, parce que c'est sûr qu'il avait un club. Et de mémoire, ça devait être dans le 20e ou un truc comme ça. Je ne pourrais pas, mais ça devait être dans le 20e. Bougez pas une seconde, je vais vérifier. Parce qu'on rigole, mais Henri Play, qui était l'élève de votre grand-père, a publié 2 livres très importants qui s'appellent Judo International, annuaire du judo international. Il en a publié un en 1948 et un en 1950. Et ces 2 livres sont littéralement des annuaires dans lesquels il y a pratiquement tous les clubs français. Tiens, là, je tombe sur justement le Jiu-Jitsu Club de France. Je vous le lis parce que c'est un très court paragraphe, vous allez très vite comprendre. Le maître Kawaishi, délégué du Kodokan et du Budokukai pour l'enseignement du judo en Occident, instruisit le premier noyau de professeurs qui, en sa compagnie, surent donner au judo français son ampleur et sa renommée actuelle. Momentanément en voyage à Tokyo, le maître Kawaishi est actuellement représenté au club par le professeur Jean Beaujean, 2e dan. Et ça a été publié en 1948. Donc ça veut dire que les informations ont été prises entre 47 et 48. Donc c'était le moment justement où Jean Beaujean enseignait au Jiu-Jitsu Club de France. Mais le club, j'ai l'impression qu'il l'avait après, en fait, qu'il a son club à lui. Est-ce que c'est pas à son retour du Japon, donc en 50, il n'est pas mentionné là, mais du coup en 52, tu vois, s'il y a un annuaire de 52, entre 52 et 54, quelque chose comme ça. En fait, je pense savoir ce qui s'est passé, c'est qu'en 52, quand il est revenu, il s'est donc disputé avec Kawaishi. Et du coup, il n'a pas pu continuer à enseigner dans le club de Kawaishi. Donc du coup, il a dû à ce moment-là ouvrir son club. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai lu la thèse de Emmanuel Ollier. En fait, il y a une dame qui a fait une thèse sur Yves Klein qui s'appelle Emmanuel Ollier. Et dans cette thèse, elle dit que Klein est allé voir Beaujean parce que des judokas de Paris avaient conseillé à Klein d'aller voir Beaujean parce qu'au dojo de Beaujean, il y avait tous les gens qui étaient opposés à la méthode Kawaishi, entre guillemets, qui se réunissaient et le judo foisonnait à cet endroit-là. Donc, il est très possible qu'il ait ouvert son club en 52 à son retour et que ça ait duré jusqu'à 54. Non, moi je voulais juste poser une question par rapport à vous. Qu'est-ce qui a motivé votre doctorat sur le karaté et le judo indirect? Alors, quand on est en master en histoire, on nous demande de choisir un sujet pour voir si on est capable de faire des recherches, puisque diplôme de master, on devient historien quand même. Donc moi, je pratique les sports de combat depuis longtemps. J'avais hésité entre la boxe anglaise et le karaté. Et comme il y avait déjà pas mal de choses sur la boxe anglaise, j'avais fait mes recherches de master, donc mon mémoire, sur le karaté. Et j'ai sorti d'ailleurs le livre dans lequel il y a l'article sur Jean Beaujean. Et dans mon livre sur l'histoire du karaté sur la Côte d'Azur, je présente Jean Beaujean comme étant le premier de source sûre à avoir appris le karaté au Japon. Après, est-ce qu'il a pris une leçon ou une centaine de leçons? Je ne peux pas le savoir, mais la photo prouve qu'il a pratiqué le karaté au Japon. Et les plus anciens karatékas que j'avais rencontrés et que j'avais interviewés avaient beaucoup commencé par le judo, puisqu'il y a eu une époque où le karaté n'était pas encore en France. Le karaté est apparu en France avec Henri Play en 1954. Donc avant ça, les gens pratiquaient le judo. Et donc du coup, j'avais déjà pas mal d'informations sur le judo, puisque les pratiquants de la Côte d'Azur que j'ai rencontrés m'ont dit j'ai pratiqué le karaté, mais j'ai connu le karaté parce que j'étais dans un club de judo et ils ont commencé tous par me parler de judo, les plus anciens. Donc j'avais déjà un peu d'infos sur le judo, et quand j'ai poursuivi en doctorat, il fallait faire une deuxième recherche, et j'ai dit prendre le judo, quoi. D'accord, ok. Et vous pratiquez aussi les arts martiaux, donc c'était effectivement quelque chose. Oui, bon, alors moi j'ai pas fait de judo, bizarrement, pour quelqu'un qui fait un doctorat sur le judo. J'ai pratiqué un peu quand j'étais petit, comme tout le monde en France, quoi, mais j'ai très peu fait. Par contre, karaté et boxe anglaise, oui, j'ai fait pas mal. C'est là que j'ai remonté jusqu'à Jean Beaujean, parce que en fait, les premiers professeurs français ont été formés par, mine de rien, un assez petit groupe de personnes. Il y avait De Herth, il y avait Beaujean,
il y avait Pelletier, il y avait Andrivet, enfin ils étaient une petite dizaine à avoir formé pratiquement tous les professeurs qui ont ensuite créé des clubs en France. Et vous soutenez quand votre thèse? Bah déjà, il faudrait que je l'écrive, donc pour ça, il faut que je finisse les recherches. Et le problème, oui, bien sûr, bah, surtout si vous êtes dans la région, avec plaisir. Parce que en fait, le problème des recherches, c'est que c'est la toile d'araignée. On ouvre une voie et puis ça ouvre 10 voies, donc ça prend un temps fou à... Normalement, j'ai officiellement fini à l'été 2024, mais officieusement, je continue un peu parce que bah, voilà, il y a toujours des trucs que j'aimerais savoir pour faire un travail le plus exhaustif que possible. Mais le gros du boulot ici sur la Côte d'Azur, c'était le Fort Carré. Parce qu'au Fort Carré, comme je l'ai dit, étaient formés les moniteurs de sport de combat de l'armée. Et du coup, il y a pas mal de gens qui ont appris le judo entre 1946 et 1964 au Fort Carré, donc par des militaires. C'était assez intéressant. Quand il est parti au Japon, il a dû prendre le bateau de Marseille. C'est le plus probable. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, mais le plus probable, c'est qu'il ait pris le bateau de Marseille. C'était très rare de partir du Havre. Et le fait est qu'à cette époque-là, les gens qui partaient pour le Japon en allant par Marseille, il y avait pas mal de militaires du Fort Carré parce que c'était la guerre d'Indochine. Et il y a 3 judokas très importants du Fort Carré qui ont fait un voyage aussi au Japon et qui ont écrit un livre que j'ai là qui s'appelle, je vais vous le montrer, qui s'appelle Aventure judo en Extrême-Orient. Et ce livre, Aventure judo en Extrême-Orient, c'est un journal de bord qui a été écrit par 3 judokas qui partent du Fort Carré, donc qui s'entraînent au Fort Carré, qui partent du Fort Carré, qui sont envoyés en Indochine pour entraîner les militaires en Indochine au Jiu-Jitsu, mais au Jiu-Jitsu de combat militaire. Et les gars, en fait, ils ont poursuivi jusqu'au Japon, ils ont pratiqué le judo au Japon et ils sont revenus. Et parmi eux, il y avait Henri Courtine, qui est 10e dan, enfin qui est décédé maintenant, mais qui était 10e dan. Il devait beaucoup aimer Courtine. S'il avait cette philosophie du judo, je pense qu'il devait bien l'aimer. Mais donc tout ça pour vous dire que c'était pas rare que des gens du Fort Carré fassent le trajet jusqu'en Indochine, voire jusqu'au Japon. Et c'est possible que votre grand-père ait fait le trajet non seulement avec Roger Duchesne, mais avec d'autres. Oui, Duchesne, oui, c'est sûr. Mais avec d'autres, oui, effectivement, et qu'il ait pu influencer sur d'autres pour aller faire peut-être un tour au Japon. Voilà. Mais Courtine, maintenant que vous me parlez de Courtine, oui, ça faisait partie vraiment des personnes aussi auxquelles il faisait allusion. Ouais. Oui, voire au contraire, en fait. Et c'est vrai, là, je suis en train même de revoir sur son bouquin, là, si je le cite. C'est là que le judo entre en scène, a mené le judoka à être prêt à affronter l'adversité avec un minimum d'effort pour un maximum d'efficacité. Et c'est vraiment utilisé, ouais, c'est ça, ce mouvement, ce déséquilibre. Et finalement, plus l'autre était potentiellement gros, plus il pouvait donner de l'énergie dans l'autre sens, quoi. C'est vrai, enfin, gros. C'était la philosophie qui était effectivement enseignée. Je pense que Moshe Feldenkrais y a beaucoup participé parce que bon, je vous apprends rien en vous disant que dans les années 30, être juif en France, c'était pas la meilleure des choses. Donc Feldenkrais, il faisait partie d'un groupe de gens qui apprenaient le jiu-jitsu et le judo après, surtout pour des objectifs de self-défense. Donc il fallait que ce soit efficace quand même. Et du coup, il avait une technique qui était assez proche de la self-défense ou de l'efficacité réelle. Après, le judo, c'est devenu vraiment un sport à part entière avec des règlements, etc. Mais le jiu-jitsu, au début, c'était vraiment la défense contre l'agresseur. D'ailleurs, le bouquin de Feldenkrais s'appelle « La défense du faible contre l'agresseur ». Donc, il est possible que votre grand-père ait profité de cette philosophie d'efficacité, quelle que soit la taille de l'opposant. Je vais vous me parliez d'anecdotes. Et là, ça me rappelle une anecdote à Paris. Mon père était allé manger dans un restaurant avec ma mère et il voulait utiliser une des techniques avec les 2 doigts dans les yeux de mémoire pour annihiler un adversaire ou un truc comme ça. Et dans ce restaurant, il avait mis en pratique. Donc, il avait un serveur qui n'avait pas été sympa, ou je ne sais pas ce qui s'était passé, et il avait mis en pratique, et il devait avoir à l'époque, je ne sais pas, 80 ans, et il avait mis à exécution son self-défense avec les 2 doigts. Il est resté en forme. Il est resté en forme jusque très tard dans sa vie. Ah, ouais. Complètement. Il était complètement. Enfin, à un moment donné, quand il a été un peu hospitalisé, hospitalisé, vous savez, les muscles. Mais non, il faisait ses courses lui-même, il se faisait à manger, il n'avait aucune aide. Non. Il méditait.
Ouais, il avait son petit, tu sais, c'est pas un zafou, mais son petit siège de méditation aussi dans... Alors, j'ai jamais vu méditer, mais il avait ce petit siège de méditation dans sa chambre tout le temps. Donc, je pense qu'il avait, ouais, il avait une hygiène... Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, vous avez fait un lapsus et vous avez parlé de yoga. Et là, je vois que vous savez ce que c'est qu'un zafu, donc je suppose que vous faites vous-même du yoga. Oui. Est-ce que ça vous vient de votre grand-père ou pas du tout? Non, le yoga, pas du tout. Par contre, c'est lui qui, en premier, quand on parle de méditation, m'avait parlé du zazen. Et en fait, je me rappelle, ado, je crois qu'il voulait m'aider à ce moment-là, et il m'avait dit, il m'avait envoyé à Tolbiac, rue de Tolbiac à Paris, dans un centre de zazen, en fait, de Deshimaru, enfin, je sais plus. Taizen Deshimaru, c'était un maître très connu. Ouais, c'est ça. Et ça, je sais que ça fait partie des bouquins de sa bibliothèque. Et en tout cas, voilà, c'est mon grand-père qui m'avait parlé du zazen à l'époque. Après, voilà. Et donc lui-même pratiquait la méditation. Oui. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on voit, mais il y avait son petit. Je pense pas c'est pas le genre à acheter un petit siège de méditation pour la déco, tu vois. Et du coup, non, il y avait ça, et puis la pratique des rêves aussi. Il écrivait, enfin, gros travail sur l'interprétation des rêves. Bon, tu vas me dire, ça n'a rien à voir avec le judo, mais ça faisait partie quand même de ces pratiques clés, ouais, avec la méditation. Voilà, je vais faire un mot de conclusion pour les internautes, et puis de toute façon, on reste en contact si jamais vous avez quoi que ce soit de nouveau. Et puis si moi je trouve d'autres choses en attendant, je vous les fais parvenir évidemment. Tenez-nous au courant, on est ravis enfin, d'avoir quelqu'un on a presque plus appris par vous que ce qu'on pouvait avoir nous. Donc vraiment, c'est très sympa de communiquer avec vous. Ouais. Et au contraire, tenez-nous au courant. Nous, bien sûr, si on trouve d'autres choses, on va essayer de regarder un petit peu si on arrive à en trouver plus pour alimenter un peu votre recherche. Mais franchement, ça nous fait, enfin en tout cas moi, ça me fait très plaisir d'avoir pu communiquer avec grand plaisir. Bon, merci, c'est gentil. Je vous remercie beaucoup. Je vais terminer juste pour les internautes. Donc, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.